Aux oubliettes, le journal papier, la tendance est en tout cas là. Les chiffres du CIM parlent d'eux-mêmes. Sur ces 12 derniers mois côté francophone, tous les journaux sont en perte de vitesse. Moins 6,39% pour Sud Presse et Le Soir. Moins 7,57% pour La Dernière Heure et même moins 9,08% pour l'Écho. Côté flamand, c'est le Tide qui perd le plus de plumes, moins 10,99%. Mais il y a une explication à cette chute parfois vertigineuse, un très net basculement vers la version numérique des titres de presse. Tous les quotidiens, globalement, voient leur diffusion diminuer. Mais si on ne s'intéresse alors qu'à la diffusion des exemplaires web, numériques, eh bien tous augmentent. Et parfois dans des proportions absolument prodigieuses. Un groupe comme Sud Presse, par exemple, multiplie par 6 ses ventes numériques, mais continue à perdre des ventes papier. Grâce au numérique, les chiffres de vente sont en effet beaucoup moins inquiétants. Moins 0,13% pour l'Écho au lieu de moins 9%, moins 2% environ pour Le Soir et Sud Presse au lieu de moins 6%. Le Tide gagne même des lecteurs grâce à sa version digitale, une tendance qui ne surprend pas le secteur. C'est une évolution naturelle en tout cas, une tendance de nos lecteurs à aller vers les supports digitaux pour plusieurs raisons. Et une des raisons principales, c'est que nos lecteurs sont exigeants, mobiles et qui veulent aller vers des produits qui sont disponibles et avoir accès à l'écho à toute heure du jour et de la nuit et quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc c'est une évolution assez naturelle. Le numérique propose des contenus mobiles plus riches, plus diversifiés ou plus spécialisés, mais il compense également l'érosion des ventes papier et il assure peut-être aussi la survie de certains titres de presse. Centre de tri des petits riens, c'est ici qu'atterrissent les vêtements récoltés par l'association. À côté des hangars de stockage, les bâtiments abritent aussi un atelier de réparation des bulles de collecte, des bulles soumises parfois à rude épreuve. C'est visiblement un conteneur qui était forcé et donc on voit bien qu'il y a des traces tout autour ici. Vous voyez déjà on avait des dispositifs de sécurité où on rajoute un petit bloc pour protéger le cadenas et là visiblement on a encore été chipoté autour pour casser le cadenas et pouvoir ouvrir le conteneur et donc prendre les vêtements. Forcer la porte ou même glisser un enfant par le tiroir de collecte pour qu'il sorte les vêtements, des techniques de vol fréquentes et surtout en augmentation. La fripe à la cote, les magasins se multiplient et du coup le prix de gros de ces vêtements grimpe. En 10 ans, il est passé d'environ 15 cents le kilo à près de 40 cents le kilo, de quoi éveiller l'appétit de certains. Le réseau Ressources fédère des associations de collecte belges. Cette année, il a déjà répertorié une 50aine de collectes illégales. Il existe 2 types de collectes, les collectes en porte-à-porte, donc les organisations distribuent des tracts pour un jour de collecte précis, et les collectes par bulles, donc des bulles qui sont installées sur la voie publique sans aucune autorisation. Individus isolés ou bandes organisées qui revendent à des grossistes étrangers, quels que soient les auteurs, les conséquences de ces vols sont bien réelles. L'an dernier, les petits riens ont récolté 6000 tonnes de vêtements. Cette année, les chiffres sont en baisse. Je crois que si le vol représente 3% dans cette régression, soit 150-200 tonnes de vêtements, je crois qu'on tape plus ou moins juste. Or, ces vêtements servent à financer des actions sociales, alors aux petits riens comme dans d'autres associations, on le répète, donateurs, ouvrez l'œil pour éviter que votre générosité ne soit détournée. Mer calme, température de l'eau 24 degrés. La flamme verte flotte sur les plages du Cap d'Agde. Quelques minutes plus tard, le ciel s'assombrit. Baignade interdite, je vous demande de sortir les enfants de l'eau et de plus baigner, merci. On arrête. Le drapeau rouge est hissé. On va informer les gens sur la plage également qu'ils doivent quitter la plage. Une décision prise par le responsable du poste de secours. Le danger est trop important. Le risque, c'est qu'un éclair tombe exactement sur la plage. Et donc on est des blessés, voire des morts suite à l'électrocution. En cas de besoin, les CRS sont habilités à verbaliser les baigneurs qui ne respectent pas les consignes de sécurité. À Agde, l'amende est de 17 €, un prix variable défini par des arrêtés municipaux. C'est un peu normal, parce que cette année il y a eu pas mal de morts et puis les gens sont pas bien, ils écoutent pas, alors c'est pas bien normal. Le premier jour que je suis arrivé, drapeau rouge, on a vu des gens assez loin
Les sauveteurs étaient obligés sans arrêt de réclamer. Il faut verbaliser, c'est important de... Verbaliser peut-être pas, mais à faire plus de prévention. Cet été, les secouristes de cette plage n'ont pas eu besoin d'utiliser leur carnet à souche. Il y a des gens des fois qui se sentent plus forts que d'autres. Donc dans ces cas-là, oui, à ce moment-là, il y a un collègue CRS qui va dans l'eau et qui sort la personne. Et on fait respecter l'interdiction, quoi qu'il arrive. Hier, le préfet de l'Hérault a rappelé à l'ordre les maires des communes du littoral pour qu'ils fassent respecter la loi et verbalisent les baigneurs irresponsables. Travailler en août à Paris est généralement plus paisible. Mais cette année, la chaleur rend la tâche difficile. Première halte à 10h30, au jardin des Tuileries. Le thermomètre affiche déjà 30 degrés. Comme chaque matin, il faut nettoyer les restes des pique-niques de la veille, pousser cet engin pendant plusieurs heures. Je prends tous les 2 heures une pause de quelques minutes. Dans les allées du jardin, chacun se ménage comme il peut. Brumisateurs et ventilateurs fonctionnent à plein régime. Et pour ces jardiniers, les températures ne doivent pas dépasser certains seuils. Entre 28 et 25 par là, mais quand elle dépasse, normalement, on est obligé de faire autre chose, se mettre à l'ombre. À quelques pas de là, la rue de Rivoli est en travaux. Car chaque été, la capitale se refait une beauté, quelles que soient les températures. Il fait très chaud, et puis eux, ils font le ramadan. On fait, mais moi je fais de temps en temps parce que sinon je tombe. Pour éviter les malaises, Abdelkérim a pensé à tout, ou presque. Là, le frigo marche, hein. Il reste des boissons fraîches. Il marche mais il est vide. Ah oui, parce qu'on a fini tout à l'instant. À midi, le thermomètre affiche 2 degrés de plus. Dans le quartier latin, ce bouquiniste a prévu la glacière et les mots fléchés et il a eu le temps de prendre des couleurs. Les gens sont endormis un peu. Ou alors ils se protègent, mais commercialement c'est pas terrible, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bien sûr, la chaleur ne dispense pas de divertir les touristes ni de les nourrir. À la fin du repas, direction la Tour Eiffel, 35 degrés. Les policiers patrouillent pour sécuriser les sites touristiques et l'uniforme est lourd à porter. C'est vrai que les chaussures, le pantalon, on aimerait bien être en short, mais bon, après c'est notre tenue réglementaire, donc on est obligé de faire avec. D'ailleurs, nous, comment faisons-nous face à cette chaleur? Eh bien, il est temps que ce reportage se termine, car nous venons de perdre le son et l'image aussi. C'est un immense rayon d'acier qui domine tout Shanghai. Une tour qui culmine à 580 mètres. Une nouvelle icône des temps modernes. Autour, tout semble minuscule. Nous avons érigé un nouveau modèle de gratte-ciel à la chinoise. Nous en sommes fiers. La construction de ce gratte-ciel a coûté 1,6 milliard de dollars. Il y aura une zone de bureaux, un hôtel et un centre commercial. 5 étages seront réservés à des fins de sécurité. Les gens pourront s'y réfugier en cas d'urgence. Au total, l'espace disponible équivaut à 72 terrains de football. Il y aura également 106 ascenseurs à grande vitesse. L'architecte shanghaïen affirme qu'il ne faut pas s'emballer avec les chiffres. Il ne s'agit pas que d'une question de taille ou de superficie dans ce bâtiment. C'est plus profond que cela. Nous avons créé un nouveau concept, celui de la ville verticale. C'est une nouvelle expérience, celle de la vie et du travail en hauteur. Il s'agit aussi de durabilité et de technologie verte. Un grand rideau de verre externe aide à contrôler la température dans le bâtiment. Des jardins d'intérieur seront aménagés. Ils seront irrigués par l'eau de pluie acheminée directement du toit. Le gratte-ciel sera éclairé la nuit par des turbines éoliennes. La structure en spirale réduira la prise au vent de 24%. Autrement dit, moins de matériaux ont été utilisés que pour un immeuble classique. Nous avons essayé par tous les moyens de faire cet immeuble un modèle pour de futurs immeubles. Il y a 20 ans, l'endroit où se dresse la tour de Shanghai était constitué de terres agricoles. Il est maintenant hérissé de gratte-ciel et est considéré comme le cœur financier de la Chine. Cette tour sera la seconde plus haute au monde, après celle de Dubaï. Elle fera 200 mètres de plus que l'Empire State Building. Je vois cet immeuble comme une spirale s'élevant vers le ciel. Elle représente notre futur.
Aïcha Riaz est la plus heureuse des mamans. Elle tient dans ses bras une petite fille de 2 mois qu'elle ne peut s'empêcher d'embrasser. Une famille qui n'en était pourtant pas une il y a de ça quelques jours. Le destin de ce couple a été chamboulé lorsqu'il a participé à Aman Ramazan, une émission de télévision au Pakistan. Au premier regard, j'ai tout de suite su que cet enfant était le nôtre. Nous n'avons pas eu le sentiment de l'avoir adopté. C'était comme si ça avait toujours été notre bébé. Aïcha et son mari ne sont pas les seuls, car depuis le début du Ramadan, cette émission fait un véritable buzz au Pakistan. Chaque semaine, des couples stériles s'affrontent sur leur connaissance du Coran et à la fin, ils repartent avec un enfant à adopter. Plein de gens balancent des méchancetés sur ce programme. Ça nous blesse, car nous ne considérons pas ces bébés comme des trophées, mais plutôt comme un service à l'humanité. Nous recevons des milliers de demandes de parents sans enfants. Ces demandes sont triées sur base du mérite, d'une enquête et d'entretiens approfondis. Après tout ce processus, nous remettons l'enfant au couple. Tous les bébés sont des enfants abandonnés. Malgré l'émotion, le programme provoque la controverse. De nombreuses voix s'élèvent pour critiquer la décence de cette émission. Dans ce couple, chacun a son jardin. Fleuri pour madame. Hiver comme été, elle s'y rend comme elle irait au salon, pour respirer. Son mari, lui, a la passion du potager. À voir grandir ces 40 espèces de pommes de terre, ces variétés anciennes de choux, de tomates, il jubile. D'autant qu'il fait beaucoup d'économies. Alors, quand on raisonne potager, fruitier, on fait à peu près les bonnes années une économie quand même de 400 € par mois. Cet engouement pour les plantes potagères est sensible dans la jardinerie voisine. Il y a 3 ans, on avait 6 tables de plants de légumes. Maintenant, nous sommes obligés de doubler cette surface pour s'adapter à la demande. De plus en plus, tous les ans, les gens nous demandent, par exemple, là, on a des plants de popcorn. Et une plante qui revient bien parce que dans le temps, on l'a cultivée énormément, c'est le plant de topinambour. Évolution des envies et des comportements aussi. Exemple, les citadins qui se tournent vers les carrés potagers. Quand on n'a pas de jardin sur une terrasse, on peut rapidement s'aménager quelques mètres carrés de production de légumes. Aujourd'hui, les jeunes s'y mettent davantage pour le côté biologique, pour le côté écologique. Autre phénomène marquant, les jardiniers du dimanche rajeunissent. C'est la première année que tu fais le jardin? Tout à fait, la première année. Ce novice d'une quarantaine d'années va de surprise en surprise. Quand on commence, on ne sait pas trop quelle quantité il faut faire. Et donc là, je me suis retrouvé avec 30 salades à manger. Donc on les a mangées en 15 jours. Et là, je vais avoir à peu près 600 poireaux. Un espoir pour beaucoup, le site internet Planté chez nous. Il met en contact d'un côté ceux qui veulent prêter un jardin et de l'autre des jardiniers sans terre. Il fait son petit jardin, tranquillos, il paye rien, on lui offre l'eau. En échange, il nous donne des légumes et il nettoie un peu autour pour que ce soit propre, c'est tout. Des cultures sans engrais chimiques, sans pesticides, car manger sain est une exigence commune à tous ces nouveaux jardiniers. Ces maisons ont toutes une chose en commun, elles fonctionnent à l'énergie solaire. 22 équipes d'étudiants de 13 pays ont passé 2 semaines à se préparer à la compétition. Elles sont désormais d'ici à Datron pour ces dernières semaines afin de transformer leur projet en réalité. C'est une expérience impressionnante. L'équipe tout entière, nous travaillons très bien en tant qu'équipe. Nous apprécions beaucoup être ici. Les maisons sont petites, allant de 60 à une centaine de mètres carrés. Et tous les objets électroniques sont alimentés par l'énergie solaire. La compétition a jugé sur la meilleure combinaison entre le côté abordable, l'attrait du consommateur et l'excellence du design, tout cela avec une optimisation de l'usage électronique. Le premier décaleton solaire a été organisé aux États-Unis en 2002 et s'est également déroulé en Europe. La compétition est organisée en tant que partie des accords de coopération énergétique signés en 2011 entre les États-Unis et la Chine. Le décathlon solaire concerne l'éducation publique en addition d'éduquer tous les étudiants qui participent ici.
Donc nous emmenons cette compétition dans le monde entier. Nous éduquons davantage de personnes sur les bienfaits de l'énergie propre, l'efficacité énergétique et les bâtiments, ce qui mène à une vie plus saine. De nombreux analystes de l'industrie déclarent que l'industrie solaire de Chine produit désormais bien trop, pour une demande trop faible. Et il y a des disputes continues entre la Chine et les autres nations concernant les prix supposés déterminés sur les exportations de panneaux solaires. La plupart des entreprises chinoises de photovoltaïque ne font que de la transformation et de la production. Elles tombent au milieu de la chaîne globale du solaire. Nous avons besoin de promouvoir davantage l'usage de l'énergie solaire sur les marchés domestiques et de profiter de cette surcapacité. C'est elle que l'on voit en premier. Une grande sphère de verre dans laquelle se reflète et se déforme le décor du rez-de-chaussée. Nous sommes au cœur de la Villa Empain à Bruxelles. Le mouvement et la magie ont pris possession des lieux. L'exposition Turbulence rassemble une trentaine d'artistes d'art contemporain et parmi eux, Elias Crespin et son étonnant mobile en tige de métal. C'est une œuvre qui renvoie au temps, qui renvoie à la nécessité ou en tout cas à une invitation qu'on peut accepter d'être devant elle et pour un long moment. Du mouvement encore dans l'univers de Lionel Estève, un réseau de perles qui fascine et pourtant impossible pour l'œil de se poser. La turbulence, c'est aussi de l'agitation, on la retrouve ici, de petits anneaux qui donnent l'impression de se superposer alors qu'ils ne font que se repousser, c'est le choc des cultures. Il y a aussi l'œuvre de Miguel Chevalier, c'est le visiteur qui influence les couleurs du monde. On a entendu qu'il y avait énormément, d'abord sur la Villa Empain, que c'était une villa incroyable, qu'il fallait vraiment voir le bâtiment et apparemment cette exposition a une hyper bonne réputation, donc on s'est dit qu'on allait venir voir ça de plus près. Visiter cette expo, c'est aussi l'occasion de redécouvrir ce joyau de l'art déco bruxellois. Un cadre d'exception, 2500 mètres carrés, une villa magnifiquement rénovée et accessible au public depuis 3 ans. On est dans une très belle maison, la maison du baron Empain, et c'est vrai que le comportement des gens et leur sensibilité à se laisser émerveiller par ce qu'ils y découvrent est sans doute supérieure à celle de d'autres endroits. 50 000 visiteurs en moyenne chaque année, l'expo Turbulence est accessible jusqu'au 1er septembre. Je dirige un cabinet de courtage d'assurance à Évry avec une quinzaine de personnes. Moi, je suis contrôleur de gestion dans une grosse société internationale. Ce soir, nous avons invité au théâtre un petit groupe d'hommes et de femmes, salariés et chefs d'entreprise. Ils vont voir la pièce de la troupe à Palmade, l'entreprise, mais sur scène cette fois. Chauffinor, bonjour. Brigitte de l'accueil. Voilà. J'en ai marre de Chauffinor. Ma seule issue, c'est la mort. Julien Rattel, qui joue le DRH, a été lui-même DRH pendant quelques années dans nos entreprises. Zip, 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 zip. Rencontre avec les comédiens. Ok. Moi-même, j'ai fait des formations. Bonjour Catherine. Également auteur du texte. La vie en entreprise, il y a les jalousies, les faillotages, la cantine, plein de choses qui ressemblent à ce qu'on a vécu, qui ramènent en enfance, bizarrement. Pas avec les meilleurs souvenirs d'ailleurs. T'appelles ta copine et tu lui demandes à quoi le mec ressemble. On m'a dit, il a une cravate avec une tête de con. Bah voilà, t'as aucun moyen de savoir. La santé au travail, ça arrive, c'est même des situations très graves qui peuvent se passer aujourd'hui. Catherine, vous voulez quitter l'entreprise? Non, mais pas du tout. Bah si. Mais non, moi je veux une augmentation. Catherine, c'est pas d'augmentation dont tu as besoin. C'est de prendre du recul. Il y a un machisme, une misogynie, et même une grossièreté de la part des mecs. Je demandais à une femme s'il y a vraiment ça dans l'entreprise. Bah oui, puis d'autant plus je suis blonde, donc j'ai droit aux super blagues. On rit parce que c'est vrai, et si c'est vrai, c'est catastrophique. Voilà, regarde-moi bien. C'est ainsi ça, l'esprit Chauffinor. En tant que dirigeant d'une entreprise, on doit insuffler, je disais tout à l'heure, oser le bonheur en entreprise, on doit insuffler autre chose que ça, quoi. Pour parler de stress, de rivalité, de management, la troupe à Palmade a choisi l'humour et cela sonne étonnamment juste.